Cette semaine, dans Carnet de santé, selon les chercheurs, de nombreux jeunes dans le monde souffrent de troubles du sommeil. Un expert explique l'impact de l'insomnie sur notre santé et que faire pour passer une bonne nuit de sommeil. Ensuite, des chercheurs à New York ont fait une nouvelle découverte sur le syndrome de mort subite chez les enfants. Enfin, l'Eswatini fait face à une crise en eau potable. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi de vous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Le sommeil joue un rôle très important dans notre santé, mais selon une étude publiée dans le journal des troubles du sommeil et de la thérapie, les troubles du sommeil deviennent de plus en plus fréquents chez les jeunes adultes à travers le monde, y compris en Afrique. Dans les pays développés, cela est dû entre autres aux avancées technologiques et au divertissement. S'agissant du continent africain, l'économie, les performances académiques et la santé mentale sont certains facteurs qui affectent la qualité de sommeil des jeunes. L'insomnie est le principal trouble du sommeil dont ils sont atteints. Selon la Cleveland Clinic basée ici aux États-Unis, environ 10% de la population mondiale souffre d'insomnie. L'insomnie est une difficulté à s'endormir ou à rester endormi. Elle peut entraîner un manque d'énergie, une somnolence diurne, c'est-à-dire un besoin non désiré et parfois incontrôlable de dormir dans la journée, et peut aussi augmenter le risque de problèmes tels que l'accident vasculaire cérébral et l'obésité. Nous avons demandé si le manque de sommeil peut affecter votre humeur ou votre productivité et comment vous traitez l'insomnie. Voici quelques réactions du Nigeria. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment la nuit, 7 heures à 8 heures, vous ne vous réveillez pas bien le lendemain. Mais lorsque vous dormez 7 heures à 8 heures par jour, vous vous réveillez très bien. Vous reprenez vos activités quotidiennes. Lorsque je ne dors pas la veille, je me rends généralement au travail en me sentant extrêmement fatigué. Je prends généralement des mesures comme pour éviter toute forme de stimulant qui pourrait me tenir éveillé jusqu'au lendemain matin. Lorsque vous ne dormez pas la nuit, vous avez constamment des maux de tête. En outre, vous avez l'impression d'avoir des vertiges pendant la journée et si vous ne dormez pas, vous devez dormir avant de pouvoir vous sentir à l'aise parce que normalement, vous ne pouvez pas déjouer la réalité. Personnellement, je lutte contre l'insomnie en dormant au moins 6 à 8 heures par jour. C'est ainsi que l'on sait que le sommeil est très bien réparti. Je me sens fatigué le lendemain lorsque je n'ai pas dormi. Vous comprenez, au cours de cette journée, j'éprouve toujours une grande fatigue. J'ai du mal à exécuter mes activités quotidiennes. Parfois, je prends du thé noir. Cela m'empêche de dormir. J'essaie donc d'éviter tout ce qui contient de la caféine. Je n'en prends pas la nuit. En gros, en tant que musulman, quand je me couche vers 22h30, 23h, je me réveille vers 4h30 ou 5h. Je prie jusqu'à 6h30 avant de repartir pour 2 heures. Ce que je fais normalement pour m'aider, c'est d'avoir un environnement très propice, en particulier un endroit où je peux faire de la climatisation, un environnement calme où je ne suis pas dérangé, où je peux dormir en toute sérénité. Le docteur David Kuhlman est porte-parole de l'Académie américaine de médecine du sommeil et directeur médical de la médecine du sommeil au centre de santé régional de Bothwell. Il discute des causes de l'insomnie et partage quelques conseils pour passer une bonne nuit de sommeil. Il n'y a pas de cause principale pour l'insomnie. Elle peut être causée par beaucoup de facteurs différents comme le stress, d'autres troubles de sommeil, des problèmes médicaux, l'utilisation ou l'abus de médicaments et des facteurs environnementaux. On peut distinguer l'insomnie aiguë de l'insomnie chronique. Si l'insomnie dure moins de 3 mois et qu'elle se manifeste 3 fois par semaine ou plus par des difficultés à s'endormir ou à rester endormi malgré les possibilités de sommeil adéquates, il s'agit alors d'une insomnie à court terme et pas nécessairement d'une maladie chronique.
En revanche, dès que les symptômes atteignent 3 mois, il est très important d'essayer de les prévenir et d'en parler à quelqu'un pour essayer d'en trouver la cause et, avec un peu de chance, suivre un traitement. Je pense qu'on devrait chercher comment traiter l'insomnie. S'il s'agit d'un trouble de sommeil, il faudrait certainement qu'il soit examiné dans un centre de sommeil accrédité à la recherche de troubles respiratoires ou de mouvements sous-jacents liés au sommeil. Vous savez, par exemple, si l'insomnie est causée par le syndrome des jambes sans repos, qui est une cause assez fréquente d'insomnie, les personnes qui ne peuvent pas immobiliser leurs jambes la nuit, il faudrait chercher une carence en fer et peut-être, vous savez, vérifier pour voir et commencer un traitement médical pour cela. L'avantage des somnifères, surtout à court terme, c'est qu'ils peuvent vous aider pendant une nuit ou une semaine ou un mois, mais avec le temps, ils ont tendance à perdre de leur efficacité ou à nécessiter des doses plus élevées ou une dépendance. Ils peuvent donc être utiles dans une certaine mesure. En fait, on les utilise parfois à court terme pour briser un cycle d'insomnie. Néanmoins, j'aime aussi dire que le but du sommeil n'est pas d'être assommé, mais de se réveiller et de se sentir bien. Ces médicaments peuvent nous assommer, mais si vous vous réveillez avec le même sentiment, voire pire, qu'est-ce que cela a apporté? Il s'agit donc de traiter les symptômes. La thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, vous savez, les gens pensent qu'un bon sommeil, c'est lorsqu'ils s'endorment au moment où leur tête touche le coussin et qu'ils restent endormis toute la nuit. Ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche. Il faut 15 à 30 minutes pour s'endormir. Il est tout à fait normal d'avoir 1 ou 2 réveils pendant la nuit. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur le fait que si vous avez du mal à vous endormir ou à rester endormi, vous devriez vous demander si cela a un impact sur vous le lendemain. Ce que je recommande aux personnes qui souffrent d'insomnie et qui ont beaucoup de problèmes, c'est d'écrire un journal pendant 15 minutes avant de se coucher. Le fait d'écrire un problème, même s'il s'agit d'une chose à laquelle on ne peut rien faire, aide à le rendre plus concret afin de ne pas persévérer et de ne pas y penser sans cesse pendant que l'on essaie de s'endormir. Le syndrome de mort subite du nourrisson touche près de 400 familles aux États-Unis chaque année. Une étude de l'Université de New York pourrait aider les médecins à connaître la véritable cause de ce phénomène dévastateur pour les familles. Aaron Renan nous en dit plus. Récit Thierry Kaoré. La famille Bigen est l'une des nombreuses à être confrontée à la perte inexplicable d'un enfant. Leur fille, Rosie, est décédée à l'âge de 2 ans. Rosie était si pleine de vie. C'était une petite fille très heureuse. Elle plaisantait tout le temps. Elle aimait être entourée de sa famille. Je pense qu'elle était notre monde. Notre vie entière tournait autour d'elle. Une soirée familiale ordinaire qui s'est terminée en tragédie avec la découverte du corps sans vie de Rosie tôt le lendemain matin. Pour une raison ou une autre, je suis allé dans sa chambre pour vérifier si elle allait bien et j'ai remarqué qu'elle était vraiment immobile et j'ai posé ma main sur son dos. C'est à ce moment-là que tout a basculé. J'ai remarqué qu'elle ne réagissait pas et nous l'avons immédiatement emmenée à l'hôpital. Bien qu'elle ait été transportée d'urgence à l'hôpital, les médecins n'ont pas pu déterminer la cause du décès soudain de l'enfant. Le médecin légiste nous a appelés 1 ou 2 jours après et bien sûr, leurs premières conclusions n'ont rien donné. Au milieu du pire cauchemar de tous les parents, la famille Bigen a cherché des réponses. Une étude récente de l'Université de New York à laquelle les Bigen ont accepté de participer a fourni un indice. Les chercheurs ont examiné minutieusement les images de Rosie et de plusieurs autres enfants et ont découvert une cause potentielle de leur mort prématurée. Une brève série de crises d'épilepsie. Les 5 enregistrements vidéo continus ont montré un événement convulsif avant la preuve vidéo que nous avions où aucun signe de vie n'existait plus. Nous avons constaté que les convulsions étaient brèves, moins d'1 minute, ce qui a ouvert les yeux et choqué toutes les personnes impliquées. Laura Gold, qui dirige cette étude à l'Université de New York, a tragiquement perdu sa propre fille à l'âge de 15 mois dans les mêmes circonstances.
Lorsqu'un enfant meurt, c'est votre pire cauchemar en tant que parent et vous êtes donc incroyablement vulnérable pendant cette période, mais on vous appelle le lendemain pour vous dire qu'on n'a rien trouvé d'anormal chez elle. Il n'y a pas de mots pour décrire cette situation et le fait d'essayer d'envisager de vivre sans jamais savoir m'a poussé à mener cette étude. Les crises d'épilepsie observées dans les enregistrements de la vidéosurveillance ainsi que les résultats de l'autopsie pourraient contribuer à une meilleure compréhension et potentiellement à prévenir des tragédies similaires. Y a-t-il quelque chose que nous pouvons étudier à partir de ces spécimens d'autopsie pour identifier ce qui est différent chez ces enfants? Nous pouvons ensuite utiliser ces données pour comprendre les facteurs de risque et identifier les enfants à risque. C'est la raison pour laquelle les enregistrements vidéo des berceaux ont constitué un élément de preuve si remarquable pour reconstituer les faits. Avec la généralisation des caméras vidéo dans les chambres d'enfants, il y a une lueur d'espoir que les vraies causes de ces décès inexpliqués finiront par être révélées. Selon l'association caritative WaterAid, 25% des communautés rurales en Eswatini manquent d'eau potable et 40% de ces communautés n'ont pas accès à l'eau. Nokukanya Moussi a ce reportage depuis Mapungwane, dans la région de Lumbombo. Djabugamedze parcourt 2 km pour se rendre à la rivière Kolubane, la seule source d'eau près de chez elle, à Mafungwane, dans la région de Lubombo, en Eswatini. Bien que l'eau soit contaminée et que son trajet soit dangereux, avec des risques de vol et d'agression sexuelle, Djabugamedze dit qu'elle n'a pas d'autre choix. Au fur et à mesure que les saisons deviennent plus chaudes et plus sèches, l'eau dont nous dépendons se raréfie. Le puits qui nous a permis de survivre pendant si longtemps a commencé à s'assécher et notre avenir est en jeu. Selon les Nations Unies, les températures moyennes annuelles en Eswatini ont augmenté de plus de 3 degrés Celsius entre 1961 et 2000. Ces changements ont entraîné une diminution du débit des principaux bassins fluviaux et une augmentation des cas de maladies d'origine hydrique. Nous devons nous lever tôt pour aller chercher de l'eau avant d'aller à l'école, ce qui a un impact négatif sur nos études. Lorsque nous arrivons à l'école, nous sommes déjà fatigués et nous nous endormons souvent en classe. Nos enfants sont malades et notre eau est impure. Nous n'avons pas d'autre choix que de la boire, même si nous savons qu'elle nous rendra malades. Les agences d'aide internationales telles que WaterAid et World Vision International s'efforcent de résoudre la crise de l'eau en Eswatini en finançant la construction de systèmes de filtrage de l'eau et de nouveaux puits, ainsi que l'amélioration des installations sanitaires. L'agence d'aide italienne Cooperation for the Development of Emerging Countries, ou COSP, collabore avec les habitants de Mafungwane à la construction d'un nouveau système de filtration de l'eau qui sera bientôt inauguré. Ils identifient les problèmes qui les affectent en raison du changement climatique et ils proposent également des solutions sur la manière dont ils peuvent s'adapter et traiter ces problèmes. En 2023, le gouvernement de l'Eswatini a alloué des fonds pour améliorer les systèmes d'approvisionnement en eau, ce qui bénéficiera à plus de 41 000 personnes. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur X @Linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt. Écoutez la VOA en Wolof au Sénégal sur FM 102, notre fréquence à Dakar, et Tchosan FM 105.8 de notre station partenaire à Toubatoul. Au menu, des émissions spéciales produites par les étudiants des 3 meilleures écoles de journalisme de Dakar. Chaque jour, chaque heure, Voix des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes, traite des faits de société, allant du chômage à la prostitution, en passant par la jalousie au sein des familles. Les mercredis, samedis et dimanches à partir de 9h heure locale dans Pentio, nos journalistes en herbe vous donnent rendez-vous
rendez-vous sous l'arbre à palabres pour une demi-heure de débat sur les questions brûlantes de l'heure. La VOA en Wolof, une autre facette de l'actualité au Sénégal, vue par les jeunes journalistes sénégalais.